Ça a déménagé, c'était pas ici. C'est le bureau toujours. Non, c'était à Hydra. Younes Ahbab. Karim, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Sincèrement, comment vous avez trouvé Nahar TV? J'étais venu ici en 2009. C'était pas ici, c'était à Hydra le siège. Donc voilà, j'ai vu que ça a bien évolué, c'est bien. C'est beau. On était journal à cette époque-là, maintenant c'est la télévision. Ouais, oui, c'est bien, ça a bien évolué et c'est bien. Karim, on parle de Karim Moutmour à la JSK. Ouais. Y a-t-il un contact entre vous et l'administration de la JSK présidée par M. Madjan? Le contact, oui, mais j'avais un contact avec ces personnes-là avant qu'ils aient la JSK, donc ce sont des amis. Je m'en suis jamais caché, mais ça n'a rien à voir avec le foot, c'est une amitié qui date depuis longtemps. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je suis venu, il m'a invité à venir voir le match contre Oran et je suis venu, j'ai passé un bon moment. Et on a vu un beau match avec beaucoup de buts. Et donc voilà. Il y a toujours un espoir de vous voir à la JSK? Je ne sais pas à l'heure actuelle concernant ma situation, je suis en fin de contrat. C'est-à-dire que quand je suis parti voir le match, jusqu'à présent c'était juste une visite de courtoisie. Je suis parti voir le match dans cette optique. Et c'est vrai qu'étant donné ma situation, que je suis sans club, j'ai résilié en Australie et que je suis un joueur libre, on a parlé d'éventualités, sachant que moi, j'ai toujours dit que j'aimerais finir ma carrière en Algérie. Et donc voilà, on a parlé de l'éventualité. Et ce que je leur ai dit aux dirigeants, c'est qu'à l'heure actuelle, pour le moment, j'avais besoin de faire le bilan pour moi-même de ma carrière et de ce que je voulais pour la dernière ligne droite, si je voulais continuer et où et comment. Et que pour le moment, ça n'avait rien à voir avec le projet de la JSK parce que c'est un grand projet dont j'ai confiance et que je souhaite le meilleur et que je pense que les nouveaux dirigeants sont très compétents et qui sont... comment je peux dire ça, je ne veux pas dénigrer les autres, mais qui sont, en tout cas de ce que j'ai vu dans le milieu, font partie des rares à penser un peu logiquement dans le football et pas faire n'importe quoi. En tout cas, ils ont une longue vision sur du long terme avec un projet très structuré. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Et la GSK est un grand... Et l'un des plus grands clubs. Et donc voilà, mais à l'heure actuelle, pour moi, la question ne se pose pas encore, même si je n'ai pas fermé la porte. Karim, on passe à l'équipe nationale. Vous avez décidé de prendre votre retraite à l'âge de 26 ans. Ma question est directe. Pourquoi? Voilà, donc première réponse, j'ai pas pris ma retraite. International. Non, je l'avais pas pris à ce moment-là. Mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de problèmes de communication. J'ai fait aussi des erreurs dans ma communication à moi, mais j'étais pas le seul fautif. Il n'a jamais été question que je prenne ma retraite. J'avais dit que je voulais me faire une pause parce que j'étais épuisé, qu'on avait tellement donné pendant tellement d'années avec l'équipe nationale pour réussir à se qualifier que c'était moi, Nadir Belhadji aussi, il était à bout, on était à bout et on avait demandé à faire une pause, mais c'était pas rien d'officiel, quoi. On avait juste demandé à être libéré d'un stage pour pouvoir passer des vacances et récupérer. Pour pouvoir, après, pour les échéances d'après, être bien physiquement et aussi avec notre club, parce que le club, c'est la priorité. Pour être bon après en équipe nationale, il faut jouer dans son club. Et on sentait qu'on n'avait pas l'énergie parce qu'on était épuisé. Et c'était ça la situation. Et après, ça a fait boule de neige dans les médias et ça a été mal compris. La fédération n'a pas très bien communiqué, j'ai pas très bien communiqué non plus dessus. Et ce qui fait que voilà, ça s'est transformé en soi-disant retraite, mais ce n'était pas le cas. En 2010, tout le monde parle d'un conflit, si on peut dire, d'un complot entre vous, Ziani, et Antar Yahya et Belhadj. La retraite était juste après l'écartement de Ziani. Mais non, mais justement, c'était pas ça. Alors, il y a à chaque fois, c'est des différents cas. Il y avait Antar Yahya qui a pris sa retraite. Karim Ziani, moi, il faut lui demander à lui, mais je pense que voilà, il n'avait pas été sélectionné. Moi, me concernant, c'était juste ça, c'est que j'étais fatigué parce qu'on avait tellement donné, tellement de voyages, tellement de matchs sous pression, qu'on était à bout, j'avais plus d'énergie et j'avais énormément de conflits avec mon club à cause de ça. Donc, j'ai prévenu l'entraîneur, je lui ai dit, regarde ce qui se passe, ma situation dans mon club. Mon club, ils veulent m'écarter complètement si je ne prends pas de vacances parce qu'ils ont remarqué, on a fait tous les tests médicaux, et il fallait que je me repose pendant 1-2 semaines et que je n'aille pas au stage. Et ils ne voulaient rien savoir, non, 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 on a besoin de toi tout de suite. J'ai dit, les échéances, elles seront... Je veux dire, ça se passe dans n'importe quel club. Je veux dire,
bon, je ne vais pas me comparer à Cristiano Ronaldo, mais il est aussi pas, de temps en temps mis de côté pour reposer. Et c'était ça ce qui s'était passé. Et ça avait été pas compris et après mal interprété avec un complot. Et voilà, les théories du complot. Et non, il n'y avait pas de problème. Au contraire, je m'entendais bien avec lui. Mais c'était juste là, lui, il voulait parce qu'il avait besoin de moi. Et moi, on ne m'avait pas laissé le choix non plus dans mon club. J'étais à Francfort, on ne m'avait pas laissé le choix. Et c'était une situation compliquée pour moi aussi. Mais voilà. Vous regrettez cette décision compliquée? Décision, non, parce que c'était un fait que je pouvais pas. Je pouvais pas. Mais je regrette comment tout s'est passé, oui. Karim, on parle des locaux, des joueurs binationaux. Y a-t-il un problème entre les locaux et les binationaux en équipe nationale? Déjà, j'aime pas trop ces termes locaux, binationaux. De quoi on veut parler de quoi? On veut parler d'Algériens, donc on est tous Algériens. Il n'y a pas de commencer à faire des sélections de catégories d'Algériens ou de différentes classes sociales. On est tous Algériens et on défend tous la même cause. Donc je sais pas, je vois pas c'est quoi la question, le but de la question là, mais voilà, on est tous Algériens. Dans une affaire de binationaux, de bureau fédéral, il y a un manque d'investissement, il y a un engagement inconditionnel de binationaux pour rejoindre l'équipe nationale. Vous avez suivi ça, il y a même des réactions de Antar Yahya, il y a beaucoup de Karim Ziani, il y a de Rabah Ziani. Est-ce que vous avez suivi ce débat-là? Et est-ce que vous avez vraiment qu'il y a une différence entre les joueurs binationaux qui portent les couleurs nationales et les joueurs qui jouent en championnat local? Est-ce qu'il y a une différence à votre époque? Non, mais il n'y a pas de différence. Déjà, c'est ce que je disais, faire la différence entre les différentes sortes d'Algériens, je ne comprends pas. C'est quoi être Algérien? C'est quoi le critère? C'est ça. C'est être algérien. Oui, donc non, mais quelqu'un qui est algérien, qui vit en Europe, il a le droit de vote. Donc il aurait le droit de voter, mais il n'aurait pas le droit de jouer en équipe nationale. Je ne sais pas, pour moi, c'est un non-sujet. De toute façon, j'ai pas trop compris pourquoi ça avait été communiqué là-dessus. Parce que de toute façon, quelqu'un qui va en équipe nationale, il veut jouer. Quelqu'un qui va en équipe nationale, on part du principe qu'il est meilleur, qu'il fait partie des meilleurs. Donc jusqu'à présent, j'ai pas vu un joueur qui a été sélectionné qui était moins bon que les autres. Je sais pas. Ce sont les deux critères. Le premier, c'est un engagement inconditionnel. Oui. Le deuxième, c'est avoir un niveau supérieur que les joueurs exerçant en Algérie. Oui. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'était pas le cas? Je sais pas, je pose la question. C'était pas le cas jusqu'à présent? Non, c'était le cas. Alors voilà, il n'y a pas. Je sais pas, moi, jusqu'à présent. Il y a une crise en équipe nationale en ce moment-là, après une crise de résultats. Il n'y avait pas des résultats comme en 2010, en 2014. Maintenant, vous suivez certainement l'équipe nationale. Vous avez des discussions avec certains coéquipiers. C'est Raïs Mbouhi qui a déclaré certainement qu'il y a un manque d'investissement de certains joueurs. Vous voyez vraiment que le problème de l'équipe nationale, c'est en état d'esprit. Il n'y a pas le même état d'esprit que vous avez eu en 2009, en 2010. Vous voyez où le problème en équipe nationale? Moi, j'ai mon avis là-dessus, je vais le donner. Pour moi, avant de parler d'état d'esprit, c'est déjà comment dire, la situation actuelle de l'équipe nationale. En un an, combien? 3 entraîneurs? 4? Je sais pas. 5? En un an, 2 ans, 5 entraîneurs. Donc déjà, il n'y a pas de stabilité. Le critère premier dans le football pour avoir des résultats, c'est la stabilité. Un joueur qui, je sais pas, j'espère que je sais pas si vous avez déjà joué en club au foot, mais un joueur qui reçoit plusieurs coachs dans la même saison, il est perturbé, il ne sait pas où aller, il ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas c'est quoi son rôle, il y a un entraîneur qui vient qui lui donne des consignes. Quelques mois après, il y a un autre entraîneur qui arrive, il lui donne d'autres consignes. Après, les hiérarchies sont bouleversées. Les positions de chacun dans l'équipe aussi, chacun ne sait plus trop où donner de la tête et c'était la raison pour laquelle il n'y avait pas de résultat. Ça n'avait rien à voir avec... Pourquoi en 2014, c'était les mêmes joueurs quasiment. Là, il n'y avait pas de problème. Ils étaient tous là d'un coup, ils faisaient partie de la fierté nationale et après, quelques mois plus tard, ils sont plus concernés par le pays. Non, c'est pour ça que pour moi, c'était la raison numéro 1, c'était juste qu'il y avait un manque de stabilité. Dans la gestion de l'équipe nationale. Vous avez joué une Coupe d'Afrique en Angola en 2010, vous avez joué la demi-finale, mais après l'équipe nationale n'arrive plus à
à faire une bonne Coupe d'Afrique. C'était à la premier tour en 2013, en 2015, deuxième tour, en 2017 on est éliminé malgré on a une bonne équipe. L'équipe nationale ne réussira pas en Afrique du Sud. Quel est le problème en Afrique? Quel est le problème? Est-ce que les joueurs évoluent en Europe ne réussissent pas à faire des grands matchs, des bonnes prestations en Afrique? Quel est le problème? L'Afrique est un jeu différent de l'Europe. C'est simple pour moi. En Europe, il y a un style de jeu technique, tout ça, mais l'Afrique, c'est physique, c'est très physique. Et nous, on avait Hakim à la génération 2010, je parlais comme ça pour nous décrire, pour comparer. En 2010, on avait acquis cette expérience et on savait que l'Afrique, voilà, il fallait s'adapter tout de suite et on pouvait s'adapter à l'Afrique avec un jeu beaucoup plus physique que technique. Et les joueurs de la nouvelle génération, ils n'ont pas encore cette expérience. Et avec les différentes Coupes d'Afrique, ils l'ont appris. Et ils ont dû remarquer que voilà, l'Afrique était différente et que c'était un autre football qu'il fallait jouer. Et donc c'est pour ça que l'expérience est très importante, spécialement en Afrique. Parce que les conditions sont totalement différentes de l'Europe. Ils sont habitués à certaines conditions. Et quand on vient en Afrique, il y a d'autres conditions. Donc pour moi, c'est la raison pour laquelle. Karim, vous avez eu l'ambassadeur comme coach, avec Vaïd Ali-Louzi, que vous avez fait un stage de. Les Algériens préfèrent beaucoup le coach Vaïd Ali-Louzi parce qu'il est allé dans le deuxième tour en Coupe du Monde. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous préférez ou lequel constat faites-vous entre l'époque l'ambassadeur et avec Vaïd Ali-Louzi? Bon, c'est difficile de comparer, c'est deux philosophies totalement différentes. Chacune a ses qualités et ses défauts. Je pense que, comment dire, Rabassadan, il n'y a pas besoin de discuter. Ce qu'il a réussi à accomplir et ce qu'il a apporté à notre football national est indéniable et il n'y a pas à discuter comme ce qu'a fait Vaïd. Mais après, d'essayer de comparer, je ne pense pas qu'il y ait lieu de comparer les différentes méthodes parce qu'elles sont totalement opposées. Karim, qu'est-ce qu'il manque cette génération? On voit, on a de talent, on a des joueurs en Europe, mais on n'arrive pas à se qualifier au mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 4 entraîneurs en si peu de temps. C'est simple, c'est ça. C'est manque de stabilité. Non, mais la grinta, pour qu'il y ait la grinta, d'abord, il faut que chacun sache son rôle dans l'équipe et qu'il y ait une hiérarchie bien établie et qu'il y ait une stabilité, un coach, une stratégie, une tactique. Après, on peut parler. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas cette base-là, parce que c'est la base du foot, après, c'est difficile de parler. Moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation en club. C'est pour ça que je sais de quoi je parle. On a déjà souvent, je dirais, l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, à Munich, j'étais à Munich 1960, on a eu aussi dans une saison 4 entraîneurs. Et l'équipe, pourtant, on avait les meilleurs joueurs du championnat. Et on n'a rien fait. Au contraire, même l'équipe là, elle est descendue par la suite, juste parce que justement, il n'y avait pas de stabilité. Les joueurs, ils ne savaient pas. Dans le vestiaire, ça s'embrouillait pour rien du tout. Il y avait des embrouilles. Et juste parce que l'autre, il ne savait pas. Il y en avait un qui voulait être le chef, l'autre le chef. Et parce que lui, il avait été mis capitaine quand il y avait eu le premier coach. Après, c'était le deuxième coach, il a mis un autre capitaine. Et ainsi de suite. Et après, plus personne ne savait, OK, qui fait quoi. Et donc, c'est ça. Donc, il faut d'abord essayer de rassurer le groupe, qu'il soit sain, et c'est ce que j'espère ce qui va se passer là avec notre nouveau sélectionneur. Maintenant, on parle de trio local, Rabah Madjal, Maziane Eril et Menad. Vous pensez que ce trio va pousser ce groupe pour améliorer son niveau, améliorer les résultats? Ben, j'espère. Et honnêtement, avec ce groupe-là, à part quelques... Il n'y a pas énormément de choses parce qu'il y a tellement de talent dedans qu'il faut juste essayer de rassembler tout ça. Personnellement, on s'est croisés l'une ou l'autre fois, mais après voilà, sans plus. Mais en tout cas, j'espère que voilà, il relèvera le défi de nous rehausser à la prochaine Coupe du Monde. Il y a aussi un nouveau président, en l'occurrence M. Oui, il y a beaucoup. Il a une stratégie de la formation de donner une nouvelle sang au football national. Qu'est-ce que vous pensez de ce... C'est bien, c'est la base, on en a besoin. On a besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un constat qui est fait, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les joueurs qui jouent en équipe nationale, la plupart, c'est-à-dire le noyau dur, c'est des joueurs qui ont été formés par la France, par la formation française. Et au fil des années, les enfants des enfants vont toujours avoir de moins en moins d'attaches avec l'Algérie. Donc on a besoin, nous, de former les joueurs ici pour combler d'ici 10 ans, pour que dans 10 ans, on ait nos joueurs à nous qu'on ait formés et qu'on ne se retrouve pas sans joueurs
avec un déficit de formation comparé aux autres pays. Et donc c'est pour ça que c'est très important de commencer maintenant avec les enfants qui ont 10 ans pour que quand ils ont 20 ans, dans 10 ans, ils soient prêts pour l'équipe nationale. Karim, une autre question concernant la formation. Qu'est-ce qu'il nous manque en Algérie? Il y a du talent, il y a du pépinière si on parle, mais on n'arrive pas à sortir 2 ou 3 joueurs en équipe A. Il y a les structures. La priorité numéro 1, je pense que c'est les structures. Il n'y a pas de structure digne de ce nom. Je veux dire, tous les pays, moi j'étais en Australie. En Australie, le championnat il est professionnel depuis 2003. Et ils ont un centre de formation, ils ont un centre pour la première équipe avec 10 terrains. Il y a toute une structure qui est mise en place en si peu de temps, des stades modernes. Et nous, on est en retard, l'Algérie est en retard. Faut pas prendre ça comme une critique, mais ok, il faut faire le bilan et dire ok, maintenant on avance. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut qu'on avance si on veut. Le monde du foot est un milieu très compétitif et mondialement compétitif. Donc soit on accepte le jeu et on se bat pour essayer de faire notre place là-dedans, parce que les autres, ils avancent, hein, ils ne perdent pas leur temps. Donc nous aussi, il ne faut pas qu'on perde notre temps. Si je te donne le nom de Raourawa, je vous disais. Hein, c'est une personne qui a contribué, qui a été d'une grande valeur pour notre équipe nationale et notre football. Avant qu'il arrive et ce qu'il a laissé, c'est indéniable. Je sais qu'il y en a qui critiquent, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais je veux dire, si on parle juste de faits, je veux dire, les faits parlent pour lui. Et donc voilà, il faut continuer. Je veux dire, j'espère que Zetchi va continuer et à faire évoluer. Mais il a beaucoup contribué, il a fait beaucoup, quoi. Karim, on a toujours parlé de le match de Omdurman. Vous étiez l'un des acteurs de qualification mondiale 2010, mais vous n'étiez pas présent à ce match-là. Pourquoi? Est-ce que vraiment... Omdurman, je voulais jouer, j'étais allé voir Saddam, je dis non, laisse-moi jouer. C'est plus le match contre l'Égypte au Caire. Au Caire, plutôt au Caire. Au Caire, mais ça c'est un peu typique parce que moi j'ai reconnu le fait de dire que j'étais pas prêt pour ce match-là parce que on avait tous subi un traumatisme. C'est un attentat qu'on a vécu, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a vécu un attentat et que psychologiquement on n'était tous pas bien prêts pour ce match-là. Moi je l'ai dit à haute voix, j'ai dit faut pas qu'on joue. Normalement avec la FIFA on devait gagner sur tapis vert, ça suffisait. Après, je sais, en Algérie, il faut toujours se montrer fort et c'est une faiblesse de dire que c'est ça. Mais non, au contraire, je trouve que c'est plutôt flatteur de dire que malgré qu'on ne soit pas prêt, qu'on soit parti sur le terrain, ça montre le courage que chacun d'entre nous a eu. Et c'est pas que moi qui n'étais pas prêt. Parce que quand on regarde ce match-là, au bout de 2 minutes, on prend un but. C'était toute l'équipe qui n'était pas là. Donc moi, je le reconnais. Moi, je n'ai pas peur de faire des critiques sur moi-même et de voir la réalité en face. Et c'est ça que même pour notre football en général, il faut qu'on regarde la réalité en face et qu'on dise les choses. Et pas qu'on se croit toujours les plus beaux ou les meilleurs et qu'on mette la faute sur quelqu'un d'autre. Non, on n'était pas bien. Et moi, j'avais fait part au président et à l'entraîneur en disant non, il y a des règlements, c'est bon, ça y est, on a gagné sur tapis vert, on rentre. Pourquoi on va faire ça? Il y a les raisons suffisantes. Et c'est tout. Mais ce match-là, moi, je l'ai joué, j'étais là sur le terrain et je voulais jouer encore le prochain match. Je suis rentré, j'ai contribué à la victoire après Omdurman. Quand je suis rentré en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est tout. C'est bien d'avoir des joueurs courageux, d'aller dire à un entraîneur non, je ne suis pas prêt, je ne joue pas ce match. Moi, je pense que dans la vie en général, le mérite, c'est pas de ne pas avoir peur. C'est de reconnaître sa peur et de la surmonter. C'est ça le mérite dans la vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur dans ces cas-là, il n'a pas de mérite. Il a joué normalement. Alors que quelqu'un qui avait des craintes ou ça et qu'il a surmonté ça et qu'il est quand même parti, ça montre le courage qu'il a eu. Donc c'est pour ça que je sais qu'en Algérie, c'est montrer des faiblesses. C'est une question de mentalité, de culture, c'est montrer ses faiblesses, de dire par moment oui j'ai peur ou ci ou ça. Mais non, au contraire, c'est plutôt gratifiant dans d'autres cultures reconnaître ça et de dire, moi qui ai fait le tour du monde, je sais de quoi je parle, de surmonter ça et de dire non, nous on a été courageux, on est allé au-dessus de cela. Je trouve ça plutôt quelque chose de gratifiant. Après, c'est des débats philosophiques et je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà quoi, mon point de vue. Après, demain, c'était la fête en Algérie. Ouais. Vous vous souvenez de l'accueil? Oui, c'était chaleureux. Ouais. Je pense que c'était l'un des plus beaux jours qu'on ait vécu tous ensemble, tous les Algériens. Il n'y a pas
Tout le monde parle de l'indépendance, après l'indépendance c'était celui-là, donc voilà. Karim, une autre fois, merci d'avoir expliqué notre vous êtes face aux caméras. Un mot pour les supporters, les fans de Karim Admour, les téléspectateurs de Nahar TV. Ouais, je vous remercie tous pour votre soutien pendant tant d'années et puis voilà, bonne continuation à tous et puis j'espère un jour ou l'autre vous retrouver où que ce soit. Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop quoi dire là, vous me prenez de court, mais voilà, à bientôt.